Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvel épisode, dans cette nouvelle session de l'Académie InVivox. Vous êtes extrêmement nombreux aujourd'hui et c'est même un record qui prouve tout l'intérêt du sujet qu'on vous propose. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Marianne Lahana, qui est avocate, podcasteuse spécialisée dans le domaine de la santé, qui sera également accompagnée du docteur David Valencogne, qui est médecin spécialisé lui aussi en santé digitale, mais qui est également spécialiste de la cicatrisation à l'unité de cicatrisation à la clinique du Parc à Lyon. Les débats seront animés par notre journaliste santé, Catherine Oluet. Je vous propose de prendre une petite minute, le temps de laisser rentrer tout le monde, avant de nous lancer, avant de passer le micro à Catherine. Donc, vous êtes bel et bien sur l'Académie InVivox, vous avez bien raison, il est midi. J'en profite pour vous annoncer les prochaines sessions, puisque il s'agit en fait de 3 épisodes consacrés aux professionnels de santé. Aujourd'hui, on va discuter de la meilleure manière justement de garder la relation avec des professionnels de santé totalement débordés. On a un deuxième épisode qui aura lieu le jeudi 2 mars et vous êtes déjà très nombreux à vous être inscrits sur les canaux. Quels canaux, quelle stratégie pour être visible auprès des professionnels de santé. Et vous le savez mieux que moi, les canaux sont fondamentaux. On ne s'adresse pas à un public infirmier comme on s'adresse à un public de neurologues. Donc ça sera le 2 mars prochain et le 13 avril prochain, le dernier épisode sur justement comment engager les professionnels de santé grâce à la richesse des contenus produits et surtout grâce à la qualité des contenus qui doivent répondre aux besoins, aux attentes des professionnels de santé. Donc, je vous disais, le 2 mars, nous accueillerons Guillaume Laher, qui est qui est directeur de compte chez GE Healthcare, qui sera accompagné d'Eve Pierrot, qui est la CMO, la Chief Marketing Officer de chez InVivox, et de Cédric Devise, qui est notre responsable des opérations commerciales. InVivox, vous savez tous ce que c'est, j'en profite. InVivox, c'est le booking.com de la communauté de la formation médicale. C'est-à-dire que sur InVivox, on va trouver des contenus online, on-site, à la demande, destinés aux professionnels de santé. Donc, d'un côté, on centralise l'intégralité de ces contenus et on va aussi les valoriser, c'est-à-dire les diffuser vers des communautés extrêmement ciblées de professionnels de santé. Et la communauté d'InVivox aujourd'hui, c'est plus de 350 000 professionnels de santé en France, mais pas que. On sommes très, très présents dans tous les pays francophones et dans les pays européens. Donc, on va utiliser à la fois notre base de données, mais aussi des réseaux sociaux. On va utiliser des techniques de peer-to-peer pour faire connaître, pour donner de la visibilité à tous les contenus postés sur InVivox. Donc, InVivox, d'un côté, c'est une plateforme ouverte à tous les professionnels de santé et de l'autre côté, pour les organisateurs des formations, un logiciel qui vous permet d'administrer, de gérer et de suivre 24/7, comme on dit en français, tous les inscrits à vos formations. Avec InVivox, vous centralisez, vous digitalisez vos contenus, vous les diffusez vers des communautés, vous capitalisez sur toutes les données qu'on partage avec vous, et ça c'est fondamental chez InVivox, on partage. Et on a également une équipe d'ingénieurs pédagogiques qui sont là pour réinventer vos contenus, pour leur donner de l'interactivité et répondre aux besoins des professionnels de santé. J'ai assez parlé aujourd'hui, je vous propose de passer le microphone. Merci infiniment à toutes et à tous. Je passe la parole à Catherine Oluet qui va animer ces débats et je remercie infiniment nos 2 intervenants, Marianne Lahana, avocate et podcasteuse, et le docteur David Valencogne, qui est un formateur spécialisé en santé digitale. Merci Julien, bonjour à tous, bonjour Marianne, bonjour David, bonjour à nos Bonjour. très nombreux Bonjour participants Catherine. qui nous écoutent aujourd'hui, on est ravis. Donc au cours de cette session, nous allons faire un point sur les attentes des professionnels de santé en matière de formation et d'information. Nous allons parler des initiatives de nos 2 invités pour y répondre de façon la plus efficace possible et nous allons vous demander vos recommandations très concrètes pour s'adresser efficacement aux professionnels de santé. Nous allons parler de tout ça durant une demi-heure à peu près. Demi-heure pendant laquelle nos participants peuvent poser leurs questions
hein. Il y a l'onglet questions et réponses en bas de votre écran. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous y répondrons soit au fil de l'eau, soit à la fin de la session. Donc, après cette demi-heure d'échange, nous aurons un quart d'heure pour prendre vos questions et essayer d'y répondre le mieux possible. Avant de débuter, un petit peu d'interactivité avec nos nombreux participants, un premier sondage auquel vous allez pouvoir répondre. Donc, ce premier sondage, c'est: vous semble-t-il plus difficile aujourd'hui, en 2023, de communiquer vers les professionnels de santé? Donc, vous pouvez cocher plusieurs cases. Donc, oui, c'est plus difficile car ils n'ont pas le temps de s'informer, de se former. Oui, c'est plus difficile car les contraintes réglementaires sont très fortes. Non, car de nouveaux canaux de diffusion efficaces existent. Ou bien non, dès lors que le contenu communiqué est de qualité. Voilà, donc votre avis est intéressant pour nous, pour comprendre un petit peu comment vous vous situez par rapport à tout cela. Vous pouvez voter. On va vous laisser encore quelques secondes pour le faire. Voilà, et on va maintenant afficher les résultats. Voilà, donc oui, selon vous, c'est plus difficile aujourd'hui de communiquer vers les professionnels de santé car ils n'ont pas le temps de s'informer et de se former, à 72%, et c'est aussi plus difficile car les contraintes réglementaires sont très fortes. Voilà, donc cette notion de difficulté, elle est bien présente dans vos esprits et on va essayer, nos invités vont essayer de vous éclairer sur ce point et de rendre justement les choses un peu moins difficiles. Alors, premier point, les attentes des professionnels de santé. Les professionnels de santé, ils sont débordés et ils ont des besoins de formation et ou d'information. Il y a une petite nuance, mais on va voir si la nuance est importante. Des besoins précis. Et donc, ils sont très sélectifs. On va commencer avec vous, Dr Valencogne, David, par rapport à votre expérience professionnelle, personnelle. Qu'est-ce que vous constatez par rapport à l'attente de ces professionnels de santé et votre attente à vous, en premier lieu déjà? Alors moi, en tant qu'à la fois médecin et effectivement conseiller en formation digitale, moi je trouve qu'on est en train de vivre une véritable révolution dans la formation des professionnels de santé. Pour moi, on est en train de passer de la formation de type informationnel pur à des formations de type à la demande. Et je vais vous citer un exemple récent pour illustrer un petit peu ce que je viens d'exposer. Je reviens du dernier congrès des plaies et cicatrisations qui a eu lieu à Paris, là, au mois de janvier. C'est un congrès annuel qui rassemble tous les professionnels de santé qui sont impliqués dans la cicatrisation et qui dure à peu près 2 jours et demi au Palais des Congrès. Donc, c'est un congrès qui existe quand même depuis une vingtaine d'années, donc qui est bien implanté, avec une fréquentation qui a même atteint 4000 participants. Donc, ce n'est pas un petit congrès qui rassemble les infirmières, les médecins, les chirurgiens, de nombreux exposants, en particulier de dispositifs médicaux. Il y a de multiples modules, de formations, des symposiums, des ateliers, etc. Et donc, cette année, j'ai été frappé de voir qu'il y avait très peu de participants puisqu'on était à moins de 1000 personnes. Donc, c'est vraiment inquiétant. Et donc, ma première réaction par rapport à ça, ça a été de penser que c'était purement conjoncturel. C'est la crise Covid, c'est la crise énergétique, c'est la loi anti-cadeau qui limite les invitations des laboratoires, etc. Et en fait, en échangeant avec les différents exposants, ce diagnostic est inexact. En fait, il y a une baisse de fréquentation régulière depuis plusieurs années à ce congrès. Donc, en fait, la conclusion de tout ça, c'est de dire finalement, le problème conjoncturel, certes, il est là, mais il n'a fait que révéler et accélérer une tendance finalement. Le format actuel du congrès ne correspond plus aux attentes des professionnels de santé. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on assistait à la fin du modèle classique finalement de la formation dite informationnelle, qui est finalement à l'origine calquée sur le modèle de la formation universitaire qu'on a reçue en tant que médecin, infirmière, etc. Et ce modèle, c'est une formation qui est exhaustive, c'est-à-dire qu'on va épuiser complètement le sujet avant de passer à autre chose. Donc, c'est des formats qui sont longs et qui sont effectivement peut-être aujourd'hui inadaptés quand on voit la fréquentation au congrès. Alors, que Donc, ce que veulent… Que veulent-ils du coup maintenant? Eh bien, justement, Catherine, ce que veulent les professionnels de santé débordés, en fait, c'est des formations qui répondent vraiment à leurs problèmes du moment et qui sont accessibles à tout moment. Hein? J'ai un problème à résoudre face à mon patient, je vais trouver rapidement la réponse qui va m'apporter la solution. C'est ça, en fait, qu'ils veulent.
Donc, c'est un format qui est très court et qui peut être décliné de plusieurs manières, extrêmement variées. Julien, tout à l'heure, en a parlé. Donc, c'est les webinaires, bien sûr, avec le replay, c'est les e-learning, ça peut être des formations hybrides, synchrone, asynchrone, partage d'expériences, réseaux sociaux, coaching, même pourquoi pas. Donc, en fait, je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça la clé pour vendre des formations en 2023 aux professionnels de santé. Marianne, dans votre exercice d'avocate spécialisée en santé, vous savez aussi, vous percevez aussi les besoins des professionnels en matière d'information. Est-ce que vous êtes d'accord avec le constat de David? Oui, tout à fait. Je suis parfaitement d'accord, surtout sur les questions du format court. Et on va revenir sur ce point-là. Moi, je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir partager mon expérience de créatrice de médias. David, lui, il nous explique comment s'adresser à des professionnels de santé par la formation. Mais moi, je vais plutôt vous parler de comment s'adresser à des professionnels de santé en les informant et en les sollicitant aussi pour qu'ils informent les autres professionnels de santé. Il y a vraiment 2 tiroirs en fait dans mon histoire. Le constat que j'ai fait en tant que professionnel du droit, c'est que les professionnels de santé ont des besoins en formation, mais pas uniquement dans le médical. Évidemment, ils sont confrontés à de plus en plus de difficultés au niveau juridique. On parlait de la loi anti-cadeau, c'est un sujet clé. Donc, il y a une évolution des dispositifs législatifs qui est complexe. Et vous imaginez bien que si les professionnels de santé, ils ont besoin d'être formés dans leur matière et qu'ils manquent de temps, c'est encore plus complexe d'aller s'adresser à eux pour les former sur d'autres matières que le médical. Donc pour moi, il y a 2 façons finalement de répondre à ces besoins. Soit on part sur une approche classique, théorique. David vient de nous en parler, évidemment, on critique ces modes-là de formation, mais on pense quand même qu'ils ne disparaîtront probablement jamais. Moi, par exemple, je vais donner une formation dans un centre hospitalier dans un mois. On m'a demandé des supports PowerPoint, donc je vais le faire, mais il y a quand même besoin d'un changement de mentalité qui doit se mettre en place, et ça va prendre du temps. Ou alors, on part sur une approche innovante. Et ce que je propose aujourd'hui de voir avec vous, c'est vraiment la création de médias d'information, mais à plusieurs facettes. C'est ça qui est intéressant, parce qu'au-delà d'essayer de capter l'attention de ces professionnels de santé, il y a aussi l'enjeu de rendre vivant son propos. Voilà, donc David nous a parlé de format court de formation, Marianne nous parle de médias d'information à plusieurs facettes, donc on voit bien 2 démarches un petit peu différentes pour tenter de répondre aux besoins des professionnels de santé. Avant d'entrer un petit peu plus dans le détail de ces 2 démarches, on va vous proposer un 2e sondage pour voir où vous en êtes dans vos propres démarches à cet égard. Voilà, vous allez pouvoir voter de nouveau. Donc, avez-vous d'ores et déjà, pour communiquer vers les professionnels de santé, mis en œuvre ces outils? Plusieurs choix possibles. Donc, des formations en présentiel, du e-learning, un site internet et sa version mobile, bien sûr, des newsletters, une stratégie de social media sur les réseaux sociaux, donc, des vidéos, des podcasts, voire même un chatbot, le petit agent conversationnel, le robot qui parle tout seul avec l'utilisateur. Voilà, vous pouvez voter. Vous avez quelques secondes pour cela. Et on va afficher les résultats du vote. Voilà, donc effectivement, vous avez déjà mis en œuvre beaucoup d'outils pour communiquer. Donc les formations en présentiel qui arrivent toujours en tête avec 67% d'entre vous qui en organisent déjà. Du e-learning, 50%. Vous avez tous créé un site internet et sa version mobile, on l'imagine bien, à 65%. La moitié sur les réseaux, la moitié d'entre vous est actif sur les réseaux sociaux. Vous avez des newsletters. Vous avez à 57% déjà créé des vidéos, c'est beaucoup. Des podcasts. Le podcast gagne du terrain, 21%. Et le chatbot, 5%. Donc, c'est le petit dernier qui va sans aucun doute gagner en importance dans les années qui viennent. Merci beaucoup. Donc, on va rentrer maintenant un petit peu dans le détail des initiatives de nos invités. En commençant par David, qui a créé la société Medicica et sa déclinaison sur Internet, e-Medicica. Je vous laisse nous présenter un petit peu ça, David. Merci Catherine. Donc effectivement, j'ai créé cette société, Medicica, en 2018 pour essayer de répondre aux besoins des professionnels de santé et des distributeurs de dispositifs médicaux. Medicica, c'est une société qui forme et conseille dans le domaine des plaies cicatrisation, puisque je suis
déjà expert en cicatrisation à la clinique du Parc. Et j'ai créé pour cela un outil digital puissant, qui est une plateforme de formation en ligne qui s'appelle imedica.com. Et cette plateforme héberge des e-learning de type mini ou micro-learning avec un système automatisé de remise d'attestation de formation. Ce sont des formations qui sont courtes, qui se présentent sous forme de vidéos, de textes, de contenus interactifs variés. Des webinaires sont actuellement en préparation, ainsi qu'un outil de recherche pour le quotidien. En parallèle, j'ai établi aussi un service de conseil pour les industries pharmaceutiques, les fabricants et distributeurs de dispositifs médicaux, où il y a toujours du présentiel, comme soulignait Marianne, il ne va pas complètement disparaître, mais également du webinaire, toujours en lien avec la cicatrisation. Il existe également du coaching individuel, parce que, par exemple, je vais former prochainement un commercial suisse sur les pansements, donc conduite de bi-journée. J'accompagne également les établissements de santé pour mettre en place des protocoles de prise en charge des plaies, créer ou organiser même un centre de consultation de plaies et cicatrisation, parce qu'en France, on a à peu près une centaine de centres, mais c'est insuffisant par rapport à la population. Voilà, donc tout ceci à partir de mon expérience. Voilà, donc David et sa plateforme de e-learning notamment et de conseils. Marianne, vous avez choisi de créer un podcast. Tout à fait. Et quand je vois les résultats du sondage d'avant, je me dis que finalement, le public est assez aguerri à comment parler à ces professionnels de santé. Donc moi, à l'origine, on a créé un podcast qui s'appelait Open Your Law, qui s'appelle toujours, pour les professionnels du droit. Parce qu'il se trouve que les juristes, les avocats, les magistrats, les directeurs juridiques, finalement, sont aussi débordés que les professionnels de santé et qu'ils rencontrent les mêmes besoins de formation. Donc moi, j'ai fait 3 constats. Le premier, il fallait un format court. C'est vraiment le plus important pour aller capter l'attention. On a fait un benchmark qui nous a montré que la majorité des podcasts aujourd'hui, en tout cas dans le droit, durent 30 minutes, voire plus. Et on sait qu'au-delà de 30 minutes, l'attention, elle décroît fortement. Ça remet quand même en cause les formations traditionnelles aujourd'hui et leur format actif-passif. Ça peut aussi s'accompagner, quand on est à distance, d'une perte totale de l'attention de l'auditeur. Aujourd'hui, par exemple, moi, je ne vous vois pas. Je ne sais pas qui vous êtes et je ne peux pas interagir avec vous. Enfin, en tout cas, très peu. Du coup, je me dis, j'espère qu'ils vont être là pendant 45 minutes et surtout, il ne faut pas qu'ils décrochent. Donc, il faut vraiment que ce soit court. Le deuxième constat, c'est qu'on est dans une société de l'image. L'image, elle permet de capter l'attention. Donc, on s'est dit, en plus de l'audio, on va ajouter une vidéo bande-annonce qui va venir mettre en valeur les protagonistes. C'est comme quand vous allez au cinéma, en fait. Et ça va susciter l'envie d'écouter la suite. Alors aujourd'hui, on voit la formation comme quelque chose de très académique, mais il y a quand même une nécessité d'avoir une approche marketing un petit peu en amont. Ce n'est pas péjoratif, mais pour susciter l'envie, si vous n'enrobez pas votre produit, c'est très compliqué. Donc, comment s'adresser à des professionnels de santé débordés ? Il faut leur donner l'envie de se former et de s'informer, et c'est déjà une première clé. Et le dernier constat, c'est le regard croisé qu'on a mis en place qui rend vraiment le propos plus attractif. L'idée, c'est vraiment de faire interagir 2 professionnels d'univers différents sur une thématique d'actualité. Alors, ce format a évolué, j'ai créé MedInnov sur l'innovation en santé, que j'ai intégré chez Centaure Avocat, et on a créé un format supplémentaire. Vous avez l'audio, la bande-annonce, et maintenant une vidéo complète des échanges des intervenants pendant 15-20 minutes. Et là, c'est vraiment le professionnel de santé qui devient un acteur de son sujet d'actualité et qui va interagir avec tout son écosystème, élus, industriels, formateurs, juristes. Et pour moi, ça a 2 intérêts, et puis je vous expliquerai ensuite le petit visuel que vous avez. On va venir condenser l'essentiel de l'information sur un temps qui est court, donc on laisse la possibilité aux professionnels de s'informer de différentes manières. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de rendez-vous obligatoire. Il faut introduire de la souplesse dans les modes de formation. Et on peut cibler une diversité de sujets qui intéressent les professionnels de santé, faire en sorte que ce soit eux qui donnent leur point de vue en valorisant leur approche. En fait, faire intervenir les autres, c'est les rendre acteurs de leurs propres besoins. Et moi, j'ai été agréablement surprise de constater que j'ai eu très peu de difficultés à rencontrer ces professionnels et à leur donner la parole, parce qu'en fait, ils ont besoin de l'apprendre. Même s'ils sont débordés, l'interaction, c'est pour eux un moyen de faire vivre des sujets d'importance et d'être actifs. En un an, j'ai interviewé environ 80 professionnels du droit et de la santé, donc il y a un vrai besoin. Et le problème, à mon sens, il est là. Il faut rompre avec la passivité des formations. Donc là, vous voyez un extrait de mon site internet Open Your Law dans la rubrique Centaure Santé. Hier est sorti le 2e épisode de la nouvelle saison avec Julien Delpech, qui est le cofondateur d'Invivox, et Frédéric Glichenstein, qui est le président de l'Association des gynécologues obstétriciens en formation.
Je vous invite à aller l'écouter parce qu'on parle de quelle formation pour les professionnels de santé, donc on est dans la thématique. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir choisir votre format. Soit vous allez regarder le teasing et vous faire une idée et vouloir revenir plus tard, écouter le podcast, ou alors aller sur le site YouTube et regarder la vidéo complète. Voilà. Merci Marianne. Une question que nous allons prendre tout de suite. Vous avez parlé de format court. Alors un format court, c'est combien de temps au maximum? Oui, je ne l'ai pas dit. On est sur 15-20 minutes, 25 minutes grand maximum, parce qu'après, on perd les gens. D'accord, donc ça c'est le format court selon vous. Hein, Selon moi, bien sûr. Alors, pour moi, oui, c'est à peu près autour de 15 minutes. Hein. Effectivement, au-delà de 15-20 minutes, ça devient difficile. Et là, les professionnels de santé, on peut espérer qu'ils aient 15 minutes à trouver dans leur journée. Ça reste possible, ça. Oui, si le sujet est assez intéressant pour eux et qu'il répond vraiment à leurs problématiques, on peut l'espérer. Je pense qu'on va d'ailleurs en reparler après. Tout à fait. L'un de nos participants demande si on pourra afficher les contacts des orateurs. Donc, je propose qu'on puisse mettre vos adresses mail dans la discussion. Hein, Bien sûr. suite du webinaire. Et puis, n'hésitez pas à continuer de poser vos questions dans l'onglet questions et réponses. Alors, Marianne a déjà donné des conseils hein, précédemment. Elle a indiqué des éléments importants. On va centrer la troisième et dernière partie de cet échange sur les recommandations pratiques. Tout d'abord, peut-être, s'il y avait un fondement à respecter dans la communication à l'égard des professionnels de santé, un fondement, quel serait-il, David ? Alors, pour ma part, moi, je pense qu'il faut vraiment se mettre à l'écoute du client et de ses besoins, c'est-à-dire, dans la mesure du possible, parler le même langage. Il faut comprendre comment le professionnel de santé raisonne. Il faut vraiment se mettre à sa place. Et je vais vous citer un exemple concret. Moi, je vois de plus en plus actuellement de professionnels de l'industrie hein, qui vendent des dispositifs médicaux, qui s'inscrivent aux mêmes formations que les professionnels de santé. Et donc, en fait, c'est-à-dire qu'il faut finalement souvent compléter la formation initiale commerciale, la formation produit qui est donnée avec une formation peut-être plus poussée, plus médicale pour justement être bien en phase avec le client. Être en phase avec le client. Marianne, est-ce que vous êtes d'accord avec ce fondement à respecter Oui, tout à fait. Pour moi, David a énoncé le point le plus important qui est la question du langage. Je l'évoquerai rapidement ensuite. Pour moi, c'est vraiment, il l'a dit, hein, essayer de répondre à un besoin qui est avant tout le leur, connaître son interlocuteur pour lui proposer la meilleure approche et on reviendra sur le langage juste après. Le langage, avoir le bon langage. Le langage, à dire ou ne pas dire. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas dire? Quels sont les éléments de langage dont il faut tenir absolument compte quand on s'adresse aux professionnels de santé? David, selon vous? Alors moi, je vais parler de choses concrètes. Je vais réendosser mon habit de médecin comme si je recevais la visite d'un distributeur qui veut me présenter ses produits. Moi, de mon point de vue, si on doit faire une formation sur un dispositif médical, il faut d'abord bien expliquer les avantages et les limites du produit. Il faut vraiment être très clair dans les indications et bien sûr informer et mettre en avant des résultats probants documentés. Par exemple, si on a des études cliniques internationales qui sont solides, il faut bien sûr en parler. Mais il y a aussi des choses qu'il ne faut pas faire avec les professionnels de santé qui peuvent vraiment les irriter. C'est toujours pour une question de bon sens. C'est d'abord de présenter des résultats par rapport aux produits qui sont peu documentés et les présenter comme quelque chose d'exceptionnel. Ça, c'est surtout quelque chose qu'il ne faut pas faire. Promouvoir aussi un usage, par exemple, du dispositif au-delà des indications officielles. Ça, non, je pense que c'est vraiment à réserver une fois que la personne a peut-être déjà utilisé le produit, mais sûrement pas pour une première approche, et en tout cas pour les premières approches. Et puis, enfin, une chose aussi qui irrite beaucoup les médecins, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des professionnels, des commerciaux qui viennent me voir, c'est présenter le produit comme s'il était le meilleur ou critiquer, rabaisser les produits concurrents, même de manière un peu insidieuse. Donc ça, c'est des petits procédés
psychologiques qu'on n'aime pas beaucoup en tant que professionnel de santé, qu'il faut absolument éviter si on ne veut pas faire un bide. Oui, parce que du coup, les professionnels de santé, au cours de leur formation, sont formés à l'esprit critique, sont formés… Absolument, absolument, Catherine. Oui, oui, les professionnels de santé, ils sont formés, ils savent regarder, lire des études, donc ils surveillent tous les éléments de langage, de tout ce que dit la personne qui est devant eux, et avec un esprit critique souvent très aiguisé. Marianne, au niveau du langage, à dire ou à ne pas dire? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail comme David parce que je ne suis pas médecin, mais c'est une question très intéressante. Pour moi, tout dépend de qui parle à qui. Je pense qu'un médecin qui parle à un médecin va utiliser sans difficulté le même langage, mais on ne peut pas vraiment attendre d'un non-professionnel de santé qu'il adopte le même langage qu'un professionnel de santé. Donc, je serais plutôt d'avis de rechercher un langage, mais commun, qui soit compris de tous plutôt que l'inverse. Et ça permet aussi de s'adresser à différents professionnels de santé en même temps. On n'adopte pas le même langage, en tout cas la même manière de former les personnes, qu'on parle un chirurgien, un pneumologue, un kinésithérapeute. Donc, je suis plutôt partisane du langage commun et on va veiller à ne pas confondre commun avec simple. Mais pour moi, si vous êtes compris de tous, c'est que vous avez vraiment rempli votre mission. Là, on peut parler peut-être de vulgarisation scientifique. Oui, tout dépend vraiment après du format, parce qu'il est certain que si on s'adresse qu'à des médecins spécialisés dans tel domaine, on va pouvoir construire sa formation autrement. Mais je pense que c'est plus intéressant d'avoir un langage commun, effectivement. Outre le langage, la question du canal ou du format, par quel canal ou format, donc on a évoqué des canaux précédemment, mais pour vraiment insister sur les recommandations pratiques, quel canal ou format préconisez-vous, Marianne? Alors, on l'a dit, hein, varier les approches, on l'aura compris, pour rester innovant, essayer de placer son sujet dans une approche active, utiliser les retours d'expérience, les témoignages de professionnels. Il faut vraiment apporter une plus-value, en fait. Le format, bon, je vais me répéter une dernière fois, mais court. On va rompre l'ennui de nos PowerPoints dont l'avenir est vraiment remis en cause. On peut introduire des quiz interactifs. Et pour le canal, bon, alors LinkedIn, c'est quand même une très bonne plateforme aujourd'hui pour les professions juridiques et médicales. Et on peut peut-être se demander si à terme, le podcast ne va pas devenir un vrai outil de formation à part entière. Et dans ces cas-là, j'inclurai aussi les plateformes d'écoute. David, les canaux Alors, moi, je suis assez d'accord avec Marianne, hein. La stratégie, elle doit vraiment être multicanal pour toucher un maximum de personnes intéressées. Les professionnels de santé, ils ne sont pas tous sur les réseaux sociaux ou à regarder leur mail 15 fois par jour. Donc, il faut être quand même assez inventif si on veut toucher un maximum de professionnels de santé. Alors, il y a des exemples qui ont déjà été cités, hein, podcast, vidéo, réseaux sociaux, emailing. Il faut penser aussi au emailing, l'organisation de webinaires comme aujourd'hui, des formations hybrides, c'est-à-dire présentielles, mais aussi à distance, des mini-congrès, des workshops. Hein, moi, ça m'arrive d'organiser des workshops en présentiel, aussi captés par les SMS. Et puis, le courrier a encore sa place quand même. Alors, David, on dit que les médecins ne regardent pas leurs mails en semaine ou dans la journée en tout cas. Est-ce que vous confirmez est-ce que vous regardez vos mails dans la journée? Alors, moi, je suis peut-être particulier parce que comme je suis formateur digital, évidemment, je suis beaucoup sur l'ordinateur toute la journée. Effectivement, je regarde régulièrement tout au long de la journée les mails. Mais effectivement, mes collègues, c'est pas comme ça. Effectivement, ce que vous soulignez est intéressant. La question est très pertinente. En fait, le mailing pour les médecins, c'est très particulier. Effectivement, il ne faut pas envoyer les mails à n'importe quelle heure de la journée. En général, les médecins sont plutôt dispo en fin de journée, une fois qu'ils ont terminé les consultations ou avant de commencer. Donc, ça veut dire qu'en gros, entre 8h30 et 19h, ce n'est pas la peine de faire des campagnes. Ça ne sera pas ouvert. Ça va terminer à la poubelle. Donc, effectivement, il y a vraiment des horaires à respecter pour les professionnels de santé. On le voit d'ailleurs sur LinkedIn aussi. D'ailleurs, sur LinkedIn, il ne faut pas poster n'importe quand avec les professionnels de santé ou même de manière générale. Les posts qui marchent bien, c'est en gros avant 8h du matin, c'est entre midi et 2, entre 13h et 14h. Et après, en fin de journée, les gens en fait regardent LinkedIn comme quand ils sortent du travail pour se détendre et ils ouvrent leur portable. Donc effectivement, il y a un rythme, entre guillemets, on va dire biologique à respecter. L'approche graphique maintenant, on a parlé des canaux, on a parlé des éléments de langage. Est-ce que l'approche graphique est importante quand on s'adresse aux professionnels de santé aujourd'hui? L'image, ce qu'on voit avec nos yeux. Marianne.
Oui, et je pense qu'en fait, elle est importante pour tout le monde, finalement, qu'on soit professionnel de santé ou pas. Alors, il y a deux approches pour moi. Je l'ai évoqué avec Medinov, il faut varier les formats, donc les approches graphiques, qui sont des vecteurs aussi de mémorisation. Vous n'allez pas retenir la même chose quand vous écoutez, quand vous regardez, quand vous êtes en face de quelqu'un. Et donc, il faut aller vers plus d'animation, rendre le propos vraiment vivant et attractif et laisser à la personne la possibilité aussi de choisir son format. Deuxième chose que je trouve assez intéressante, en droit, on a un concept qui est assez à la mode, c'est le legal design. Il s'agit de repenser en fait l'information et la formation juridique en simplifiant la communication par une autre structuration et une hiérarchisation de l'information. C'est une nouvelle méthodologie qui a vraiment émergé pour répondre à un besoin, parce que le droit, c'est une matière qui est technique et qui est dense, en fait, comme la médecine. Et on pourrait imaginer la décliner et se tourner vers une forme de medical design. Alors, ce serait un format d'apprentissage visuel et simplifié, adapté aux besoins. Aujourd'hui, on a des nouveaux services qui sont proposés pour aider à penser le design des nouveaux outils de santé, mais à ma connaissance, peut-être que quelqu'un me dira le contraire, rien n'existe concernant le fait de repenser une matière par le design en santé. Est-ce que c'est une piste à explorer? Ça pourrait être un complément au reste. David, au niveau en matière d'image, hein, vous qui faites du e-learning, Alors, je suis d'accord aussi, hein, l'approche graphique, c'est vraiment important. Quand on regarde un peu les neurosciences, ce que nous disent les neuroscientifiques, c'est que finalement, le public mémorise très bien les images, contrairement au texte. Et pour vous donner un exemple, c'est à tel point qu'on peut republier un post qu'on a déjà publié sur les réseaux sociaux avec le même texte, mais une image différente, quelques mois après, sans que la majorité du public s'en aperçoive. Donc ça, c'est étonnant, mais c'est comme ça. Et donc, ça veut dire à quel point on est aujourd'hui dans la civilisation de l'image. Et donc, il faut vraiment apporter une attention particulière au visuel. Et il ne faut pas hésiter à faire appel à des professionnels, des graphistes spécialisés dans le digital, des web designers, pour illustrer tous les types de canaux de diffusion d'informations. C'est vraiment, je pense, essentiel. D'ailleurs, de manière générale, je n'apprendrai rien à nos auditeurs que c'est encore plus vrai pour la création de logos et l'identité visuelle. On ne peut pas s'en passer. Une dernière peut-être recommandation s'agissant des webinaires. Comment capter l'attention des professionnels de santé lors de webinaires qui durent plus que 15 à 20 minutes, hein. D'ailleurs, il y a l'un de nos participants qui dit « Oui, vous dites 15 à 20 minutes comme durée maximale. Ensuite, on perd les gens. » Et pourtant, cette rencontre dure près d'une heure. Effectivement. Donc, dans le cadre d'un webinaire comme le nôtre aujourd'hui, comment capter l'attention des professionnels de santé? Est-ce que vous avez des conseils précis à nous donner, David? Alors, je vais peut-être répondre d'abord à la question de l'auditeur qui est effectivement pertinente et on n'a peut-être pas été assez précis dans ce qu'on voulait dire. La durée du format, enfin ça dépend de l'exercice qu'on va faire. Si c'est un e-learning, effectivement, 15-20 minutes, c'est vraiment le grand maximum, un podcast aussi. Là, un webinaire, il y a quand même un peu d'interactivité, hein, comme on le fait aujourd'hui. Et donc là, effectivement, on peut faire quelque chose de plus long. Alors, en tout cas, pour les webinaires, pour cet exercice particulier, je pense qu'il faut vraiment choisir des sujets percutants. Il faut vraiment un titre percutant qui va générer l'urgence de se former pour le professionnel de santé et avec à la sortie des propositions pour faire d'autres formations. Une deuxième chose, à mon avis, qui est très importante pour les webinaires, c'est de proposer des questionnaires de satisfaction, hein, à la sortie du webinaire pour l'améliorer et puis petit à petit peut-être toucher plus de monde si on veut refaire un webinaire plusieurs fois que le public a jugé intéressant. Donc, c'est très bien. Et puis, avant même de faire le webinaire, je pense qu'il est extrêmement important de sonder vraiment peut-être un petit groupe de professionnels de santé pour vraiment bien identifier leurs besoins en matière de formation qu'on pourrait que bien et qui est intéressant, c'est d'essayer de faire patienter le public avant le webinaire, peut-être par des séries d'envois de mails qui illustrent l'intérêt du webinaire qui va avoir lieu pour maintenir un petit peu le suspense. Ça marche en général bien. Ça permet en particulier aux gens de ne pas oublier que le webinaire, par exemple, a lieu demain ou après-demain. Donc, si on renvoie un ou plusieurs mails, voilà, ça leur permet de ne pas oublier et d'être présent et puis surtout de garder leur intérêt.
Enfin, une chose vraiment extrêmement importante, c'est les replays. Et InVivox, en tout cas, j'ai bien observé, y accordait vraiment une attention très particulière. Les replays, c'est très important puisque souvent, il y a plus de monde qui va regarder le replay que de gens qui sont présents en direct. Et donc, la conclusion, c'est pas parce qu'on a beaucoup d'inscrits et peu de personnes qui assistent au webinaire que le webinaire est un échec. Non, pas du tout. En fait, ce qui est important, c'est bon, d'abord, effectivement, le nombre de personnes inscrites, mais aussi le nombre de personnes qui vont regarder le replay. Et souvent, on est très étonné de voir qu'il y a des chiffres importants. Donc, au contraire, c'est plus un signe de succès. Et puis, bien sûr, il faut proposer pour les webinaires des inscriptions par thématique. Voilà, et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui participent au webinaire, donc c'est doublement un signe de succès. Marianne, vos conseils pour la réussite d'un webinaire? Je vais être très brève. Je dirais qu'il faut vraiment proposer une offre régulière structurée en partie, on vient un petit peu de le dire, et c'est surtout la constance en fait qui va permettre de capter l'attention. Par exemple, dans le podcast que j'anime, c'est réalisé en saison. On est un peu comme sur Netflix, on va raconter une histoire et on invite tout le monde à la suivre. Et ça permet, je pense, quand même de saisir les professionnels en amont de la diffusion, et d'où l'importance quand même de bien communiquer pour préparer son audience. Voilà. Donc, on va maintenant rapidement essayer de répondre à un maximum de vos questions. Il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées par les participants. Avant cela, on va vous proposer un troisième et dernier sondage qui est en fait un recueil de marques d'intérêt en sachant que InVivox, donc le sondage le voici, InVivox travaille actuellement avec le docteur Valencogne, ici présent avec nous, sur des contenus de formation Play Cicatrisation, à destination des infirmières diplômées d'État, des infirmières en pratique avancée, des médecins généralistes et aussi des chirurgiens. Seriez-vous intéressé de discuter avec nous de ce projet? On recueille votre intérêt pour une éventuelle collaboration sur ce sujet. Voilà, donc oui ou non, vous pouvez, si vous le souhaitez, voter. Et donc, vos réponses seront précieuses pour la réussite de ce projet. Voilà, on va regarder les résultats du sondage. Voilà, 19% d'entre vous seraient intéressés d'en discuter avec nous. Et ça fait déjà beaucoup de monde, 19%. Merci à vous. Alors, les questions, beaucoup de questions ont été posées. Voilà, celle-ci peut-être. Comment introduire de la souplesse dans un programme de DPC, lequel est contraint par les règles de l'ANDPC? Alors, c'est peut-être plus une question pour David, en sachant que la souplesse dans les programmes de DPC, a priori, il n'y en a pas. Mais David, on vous laisse répondre à cette question. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste du DPC parce que moi, je propose plutôt des formations en dehors du DPC parce que justement, je voulais m'affranchir de ces règles extrêmement contraignantes. Bon, maintenant, j'ai plutôt envie de dire que le DPC autorise des formats de plus en plus courts. Donc, s'il y a vraiment nécessité de faire des formations DPC, je pense qu'il y aura moyen de s'arranger avec le temps. Voilà, de faire des formations courtes parce que d'après mes souvenirs, en tout cas pour le e-learning, il y avait à un moment donné, on était plutôt sur 3 heures et maintenant, il semblerait qu'on puisse passer à 1 heure pour que ce soit validant. Bon, sachant que bon, un programme DPC, c'est 1 heure sur un sujet, c'est peut-être un peu court, donc ça peut être peut-être plutôt une série de modules qui ferait peut-être d'1 heure maximum qui pourraient être mis en place. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on en est là, mais c'est des règles voilà, qui peuvent évoluer. Hein. Les pouvoirs publics écoutent régulièrement, font remonter régulièrement les demandes des organismes de formation. Hein. Mais bon, voilà. Merci. Alors, on a parlé beaucoup des contenus, des conditions à respecter pour que ces formations soient efficaces. Au niveau des sujets, comment trouvez-vous les sujets d'intérêt? Chacun dans votre exercice, comment vous les identifiez, ces sujets qui méritent absolument une formation ou une information? Moi, personnellement, je fais de la veille quotidienne sur les sujets d'actualité et je vois un petit peu ce qui revient.
Enfin, après, moi, j'agis souvent aussi par passion du sujet. Je suis passionnée par l'innovation en santé, donc je vais aller regarder tous les jours ce qui se passe dans ce milieu-là. S'il y a un sujet qui me plaît, je vais forcément aller trouver des interlocuteurs à qui ça va plaire aussi, parce qu'on communique aussi l'engouement qu'on a sur un sujet. On le fait vivre avec ceux qu'on veut faire venir dans le podcast. Donc, c'est de la veille, et puis après, c'est un intérêt personnel aussi, je pense. Alors, pour ma part, donc moi, je fais un peu comme Marianne. Effectivement, je regarde un petit peu tout ce qui se passe sur Internet, les congrès aussi, ce qui est présenté comme sujet. Mais je fais aussi, alors comme j'ai la chance de travailler aussi en tant que médecin avec un réseau, des infirmières, d'autres médecins, d'autres spécialités, des chirurgiens, etc. J'hésite pas justement à utiliser ce réseau pour faire des sondages, justement pour voir un petit peu quelles sont les attentes, les besoins des uns et des autres. Et c'est comme ça, effectivement, que j'arrive à construire un programme de formation qui intéresse un grand nombre de professionnels de santé. Une question sur les coûts, abonnement gratuit ou autre. Donc, je pense que le sens de la question, c'est faut-il faire payer ces modules de formation, d'information, ou bien vaut-il mieux les proposer gratuitement? Je pense que c'est ça le sens de la question. Qu'en pensez-vous? Donc, Marianne, vos podcasts peuvent être écoutés gratuitement. Oui, ils sont enregistrés gratuitement. Je ne fais pas payer les invités pour venir, et je ne fais pas payer les personnes qui écoutent. Mais parce que moi, encore une fois, c'est vrai que j'aime ça, donc je le fais par pur intérêt aussi intellectuel, et je ne vois pas forcément derrière la démarche commerciale. Certains l'ont. Il y en a qui font payer pour faire venir les gens et qui peuvent faire payer pour écouter, mais moi, ce n'est pas ma façon de fonctionner, donc je ne le ferai pas. Donc voilà, après, ça dépend vraiment de ce que chacun voit derrière, mais moi j'aime bien que ce soit accessible à tout le monde en fait. Donc, Et ce que vous en retirez, finalement, c'est ça la vraie richesse de l'exercice. Ah oui, complètement. Ah oui, oui. Dès l'instant qu'on met une démarche commerciale derrière, je pense que ça change un petit peu aussi, même la façon de l'appréhender, enfin de le vivre. Donc non, c'est intéressant que tout le monde puisse avoir accès. C'est de l'information, c'est utile, c'est important. Donc, David, pour le e-learning, c'est peut-être un petit peu différent du coup. Alors, ça dépend effectivement à quel point de vue on se place, parce que Marianne, elle se place pas comme quelqu'un qui est formateur forcément, et dont c'est le métier et d'en vivre. Là, effectivement, si on est dans des formations qui sont proposées par l'industrie pharmaceutique, des distributeurs, je pense qu'effectivement, je suis d'accord avec Marianne, ça n'a aucun intérêt de faire payer. Au contraire, ça va faire même fuir les gens. Voilà, les formations qu'on fait, c'est cadeau, c'est gratuit, c'est justement pour permettre aux gens peut-être de mieux utiliser les dispositifs, ou en tout cas d'avoir une information qui est complémentaire autour, et c'est extrêmement important d'entretenir aussi des liens avec les professionnels de santé de cette manière, sans toujours qu'il y ait un rapport d'argent. Maintenant, effectivement, si on se place par rapport à des formateurs indépendants ou des sociétés qui font la formation, bah, évidemment, il y a un moment donné, il va bien falloir faire payer si on veut vivre, mais ça passe de toute façon toujours par des contenus gratuits. Hein, il y a toujours des produits d'appel qui sont gratuits. Les gens, quand ils viennent découvrir les formations, en tout cas les sociétés de formation, il faut qu'ils puissent observer, regarder facilement sans tout de suite sortir la carte bleue. Voilà, avant d'acheter peut-être des formations plus poussées. Donc en fait, il y a deux types de formations. Il y a des formations donc en contenu gratuit, et puis peut-être des formations peut-être après plus élaborées qui seront en contenu payant, mais qui n'arrivent pas en premier lieu. Hein, d'abord, la personne, elle vient découvrir un peu ce qu'on fait. Elle a besoin d'être en confiance. Elle a besoin de voir que les sociétés qui proposent ces formations sont bien des experts, ne racontent pas n'importe quoi. Donc, elles ont besoin vraiment de découvrir et d'être en confiance. Et après, une fois que cette confiance est établie, voilà, on peut, en tant que formateur, proposer des formations payantes. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, il faut que les gens aussi se sentent libres et ne se sentent pas piégés. Voilà, hein, c'est important d'avoir voilà, cet esprit ouvert.
Nous avons plusieurs questions sur les bons créneaux horaires pour les mailings. Donc, vous avez répondu, David, tout à l'heure au sujet des médecins. Vous avez expliqué que pendant la journée, en semaine, les médecins étaient, à part vous, étaient souvent occupés par le soin et ne regardaient pas leurs mails. Une personne nous dit, concernant les horaires d'envoi des emails, nous sommes aussi confrontés à des professionnels qui ne souhaitent pas être sollicités sur leur temps personnel. Il peut être intrusif de les contacter par mail à 19h ou 20h pour un sujet de formation. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut choisir d'autres canaux que le emailing. Hein. Il faut peut-être aller rencontrer ces gens, ou alors il faut passer par Internet, par LinkedIn, que sais-je encore. Bon, maintenant, je ne suis pas tout à fait d'accord là sur cette histoire d'horaire, parce que la majorité des médecins, après 19h, ils sont assez, ouverts, hein, pour lire leur mail, hein, parce qu'ils sont malheureusement souvent encore au cabinet à 19h. Hein, ils ne sont pas encore dans la voiture ou à la maison. Hein, parce qu'il y a souvent beaucoup d'administratifs, et l'administratif, en général, il est écoulé après les consultations. Et donc, l'administratif, c'est souvent devant un ordinateur, donc on lit ses mails. Hein, donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur par rapport à ça. Hein, il ne faut pas hésiter à faire des campagnes d'emailing dans ces horaires-là. Bon, après, normalement, comme il y a des lois quand même assez restrictives, il faut que ce soit RGPD, etc. Les gens, de toute façon, s'ils ne veulent pas en recevoir, ben, ils se désabonnent. Hein. Et puis, une fois qu'ils sont désabonnés, évidemment, surtout ne pas renvoyer de mails aux gens qui sont désabonnés. Mais aujourd'hui, on a des plateformes d'emailing qui sont très, très bien pour ça. Hein, donc, en tout cas, aujourd'hui en France, c'est parfaitement autorisé d'envoyer un premier mail, même s'il n'a pas été sollicité. À partir du moment où ce mail est ouvert et que la personne ne se désabonne pas, c'est considéré comme étant correct. Après, à partir du moment où la personne se désabonne, effectivement, là, il ne faut surtout pas en renvoyer. On a encore la chance que ça soit comme ça en France, parce que dans d'autres pays comme la Suisse en particulier, ou la Belgique, je crois même le Canada, on ne peut pas faire ça. On peut envoyer des mails qu'à des gens qu'on est censé avoir déjà connaître, hein, avec qui on a déjà un contact et pour lesquels on a déjà obtenu le mail. C'est pour ça que LinkedIn, c'est pas mal aussi. Et LinkedIn, c'est très bien aussi, ouais, effectivement. Voilà, de solliciter la personne, elle se connecte ou elle ne se connecte pas. Mais au moins, il n'y a pas effectivement, il y a peut-être moins de problèmes qu'avec le mailing par LinkedIn. Ouais, Marianne, vous avez raison. Encore au sujet des horaires, hein, quel horaire proposer aux professionnels de santé pour un webinaire et quelle est la durée idéale du webinaire pour le professionnel de santé? Ah. Une bonne question. Je pense que là, aujourd'hui, si on avait été au-delà d'1 heure, ça aurait été compliqué. On est vraiment sur un format adapté et 45 minutes, c'est l'idéal. La pause déjeuner, c'est bien parce que ça permet… on vit tous on a tous des professions qui sont très prenantes. Moi, je le vis en tant qu'avocate, c'est pareil, comme un médecin. Je veux dire, on est sursollicité en permanence. Le seul moment qu'on peut avoir, c'est soit le matin, soit le midi. Le soir, on est souvent fatigué. Il faut capter ces petits moments-là. Donc, je pense qu'effectivement, entre une demi-heure et 45 minutes, c'est largement suffisant. Et le midi, je pense qu'en fait, le midi, c'est ce qu'il y a de mieux. Le format d'aujourd'hui, je le trouve assez parfait. C'est pas pour jeter des fleurs à Invivox, mais c'est vrai que là, je pense qu'on est sur quelque chose de très clair et qui peut être suivi par plein de gens. Du coup, on va essayer de ne pas trop déborder pour Oui. rester dans le bon format. À quelle fréquence organiser des webinaires pour les professionnels de santé sans qu'ils se sentent un petit peu mis sous pression, peut-être? David? Après, si on fait des thématiques différentes à chaque fois, pour moi, il n'y a pas de restriction. Hein. On pourrait très bien proposer un webinaire différent par semaine. Après, tout le monde ne va pas se connecter. Hein. Ça dépend de l'intérêt de chacun. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les formations, elles ne s'adressent pas à tout le monde. On va cibler un certain nombre de personnes intéressées par un sujet. Puis après, ce sera d'autres personnes pour un autre sujet, etc. Donc, on n'aura pas forcément toujours les mêmes personnes qui viennent. Bon, après, il y a des gens qui sont des inconditionnels, qui adorent Invivox, par exemple, et qui vont peut-être se connecter toutes les semaines sur les webinaires d'Invivox. On peut très bien l'imaginer. Vous avez évoqué LinkedIn il y a un instant. Vous nous confirmez que les professionnels de santé sont sur LinkedIn ou certains, peut-être pas tous? Comment Alors,
Oui. Ça dépend. Ça dépend. En tout cas, professionnels de santé, les infirmières sont beaucoup moins présentes que les médecins. Ça, c'est Oui, clair. ça c'est vrai, évidemment. Ouais. Mm. Mais il y a quand même un très très beau vivier de professionnels de santé sur LinkedIn et c'est assez accessible, c'est assez facile de leur parler. Une autre question relative au choix, hein. Les médecins ne se perdent-ils pas dans la multiplicité des offres disponibles? Chaque acteur doit-il réinventer une plateforme ou ne vaudrait-il pas mieux capitaliser et développer les capacités d'une plateforme existante, par exemple Invivox? Nous demande l'un des participants. À votre avis, des initiatives qui se multiplient de façon dispersée, est-ce que c'est un problème? Ben après, moi, je pense que c'est une question de stratégie personnelle de la société qui se pose la question. Soit elle a les moyens de développer sa propre plateforme et elle a l'équipe qu'il faut, parce qu'il faut, voilà, ce qu'il faut bien se dire, quand on se lance dans un projet comme ça, il faut avoir des compétences autour. Il faut vraiment avoir des gens qui vont faire en sorte que votre plateforme va être vraiment bien visible et va bien fonctionner. Après, si on n'a pas les personnes autour de soi, dans son entourage, pour faire ce genre de projet, bah oui, il vaut mieux effectivement passer par des plateformes qui sont déjà en place et qui ont déjà toutes les compétences. Après, voilà, je pense que c'est vraiment une question stratégique. Il n'y a pas de réponse blanche ou de réponse noire. Je pense que c'est vraiment à chaque société de se poser la question en fonction de ses ressources. Marianne a l'air d'accord avec Ah cette oui, oui, réponse. oui, je suis d'accord. Catherine, Oui, Julien. je me permets d'intervenir, je me sens un petit peu concerné par la question. Moi, ce que j'aime à dire, c'est que le positionnement qu'on a pris chez Invivox, c'est le positionnement de Booking.com. Donc, pour nos partenaires qui ont déjà une plateforme et qui veulent donner plus de visibilité à leur offre en passant par Invivox, hein, au final, hein, qu'on découvre une formation en rentrant par la fenêtre ou par la porte d'entrée officielle, le plus important, finalement, c'est que les personnes trouvent la formation idoine et adéquate. Hein. Après, est-ce qu'il faut développer l'une ou l'autre? Nous, on a des expériences avec notamment des industriels de la santé qui se sont lancés dans la création de plateformes. Et il y a d'énormes contraintes réglementaires qui existent. Ils se sont lancés il y a 2 ans et les plateformes sont toujours en cours de progrès, d'avancement. Voilà, tout l'intérêt aujourd'hui d'Invivox, c'est d'avoir une plateforme qui a été labellisée, validée par plus de 300 partenaires et qui est opérationnelle, je vais dire, dans les 24 heures. S'agissant du langage, tout à l'heure, vous avez dit que finalement, on ne doit pas s'adresser à un kiné comme à un neurologue. Et puis par la suite, je crois que c'est Marianne qui a dit il faut essayer d'adopter un langage commun pour les différents professionnels de santé. Alors, on peut estimer qu'il y a une contradiction dans ces deux éléments. Comment peut-on Oui, sortir oui, de cette bien contradiction? sûr. Oui, oui, c'est vrai. On peut effectivement estimer qu'il y a une contradiction dans ce que j'ai dit, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que tout dépend de qui est sa cible et que plus on va vers un langage commun, plus c'est simple d'organiser des formations qui s'adressent à un public varié, en fait. Et du coup, d'agréger un petit peu, de rassembler les gens, de les fédérer. Mais c'est vrai que si vous faites une formation qui est ultra spécifique et qui ne s'adresse, par exemple, qu'à un public, je ne sais pas, de chirurgiens, évidemment, vous allez cibler un langage qui va être hyper technique, qui va s'adresser aux chirurgiens. Mais moi, j'ai remarqué, en tout cas, mais c'est aussi l'expérience du regard croisé, c'est que quand je fais interagir, je ne sais pas, un député avec un dirigeant ou avec un professionnel de santé, les langages ne sont pas les mêmes, les points de vue ne sont pas les mêmes, et du coup, il faut qu'on parle tous la même langue. Donc, ça dépend vraiment de votre objectif. J'espère que je me rattrape comme ça, parce qu'effectivement, on pourrait comprendre qu'il y a une contradiction dans ce que j'ai dit, mais ça dépend de votre objectif. On va prendre 2 questions encore avant de clore cette session. Les laboratoires pharmaceutiques ont-ils le droit, d'un point de vue juridique, de monter des programmes de formation validants? David, je pense que la question est pour vous. Alors là, je ne suis pas juriste.
Je pense que oui, parce que moi, j'en ai déjà vu passer. Alors, est-ce que c'était autorisé? Bon, certainement, parce que je ne pense pas que les laboratoires prendraient un tel risque, notamment en France. Mais oui, je pense que ça doit être possible. Mais franchement, très franchement, j'ai pas d'expérience plus que ça pour répondre, hein, franchement. Alors, j'ai beau avoir l'expérience de juriste, je ne connais pas la réponse, je ne sais pas tout, mais ça mériterait effectivement d'être, voilà, qu'on recherche cette réponse. Je ne sais pas non plus. Julien? Je peux peut-être vous apporter un début de réponse. Validant, ça veut tout dire et rien dire. C'est-à-dire que dans validant, il y a le côté certifiant, donc n'importe quel laboratoire, organisme de formation peut créer des formations qui sont certifiantes. C'est-à-dire qu'à l'issue d'une formation, on reçoit un certificat comme quoi on a bien participé, par exemple, comme aujourd'hui, à un webinaire. Donc ça, c'est le côté certifiant. Le côté diplômant, hein, lui, doit être donné par une université ou par une société qui a pignon sur rue, c'est-à-dire une société qui a le statut d'organisme de formation. Il est possible pour des laboratoires pharmaceutiques ou des fabricants de dispositifs médicaux, il en existe un certain nombre, de devenir, de créer une entité qui obtient, suite à la certification Calliope, le statut d'organisme de formation. Mais c'est un statut particulier et c'est une entité séparée du laboratoire, mais ça existe et c'est tout à fait possible. Allez, une dernière question. En fait, c'est deux questions que nous allons pouvoir combiner en une seule. Quel est le meilleur moyen d'attirer l'attention des sociétés savantes, d'une part, et des associations de spécialistes au niveau national, régional, d'autre part? Comment attirer l'attention des sociétés savantes et des associations de spécialistes du point de vue des industriels qui nous écoutent notamment? C'est des grosses questions à chaque fois, hein, c'est vrai. Oui, c'est compliqué. En direct. Je ne sais pas s'il y a des moyens différents, s'il faut cibler son approche. Oui, effectivement, il faut toujours cibler son approche en fonction de qui on s'adresse, mais moi, je n'ai pas cette expérience-là puisque je m'adresse à mes différents panels d'invités de la même manière systématiquement et je vois que ça fonctionne. Donc, j'utilise une seule approche, j'ai rodé mon approche et je vais juste varier ça en fonction de la thématique en fait. Donc, je ne sais pas, je pense qu'il faut faire en sorte qu'ils se sentent concernés par ce qu'on leur propose. Dès l'instant qu'ils se sentent concernés et qu'ils vont se sentir utiles à intervenir, ils seront réceptifs à la démarche. J'ai pas eu d'autre approche que celle que j'ai mise en œuvre, donc c'est difficile d'avoir le recul. Peut-être que David... Mais qualitatif, du coup. Là, c'est... Alors, je ne sais pas si si derrière cette question, il y a une problématique de conflit d'intérêts entre les sociétés savantes et puis les distributeurs qui organiseraient une formation. Je pense peut-être que si, mais bon, en tout cas, d'expérience, en tout cas, en play cicatrisation, nous, on a une société savante qui travaille volontiers avec des sociétés, de l'industrie pharmaceutique pour des formations. Donc, oui, moi, je pense que ce n'est pas un problème en soi, du moment que ça réponde un petit peu à l'objectif de la société savante qui est justement de former le public à leur spécialité. Hein. Donc après, quelle est la bonne approche? Moi, j'en dirais pas plus que Marianne. Hein. C'est tout ce qu'on a évoqué tout au long de ce webinaire. Hein. Il n'y a pas d'approche différente, à mon avis. Hein. C'est pareil. Hein. Voilà, dès lors, peut-être leur proposer d'organiser la formation en partenariat avec eux. Voilà, oui, Catherine, vous avez raison, effectivement. Peut-être un partenariat entre la société savante. En plus, c'est une manière aussi de la faire davantage connaître. Oui, effectivement. Oui, c'est une bonne approche. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs pour l'épisode 2 là, qui est sorti. On est en partenariat avec le Micro des Gynécos, par exemple, qui est une association aussi. Donc c'est un format qui est possible.
Eh bien, écoutez, on va vous remercier très chaleureusement de tous ces conseils, de toutes ces recommandations. C'était vraiment très, très, très intéressant et enrichissant, nous l'espérons, pour nos nombreux participants. Julien, tu veux dire un mot? Je vois que tu as levé ta main. En tout cas, il y a une petite main levée. Oui, c'était pour tout à l'heure, mais en tout cas, merci infiniment à tous les auditeurs qui nous suivent maintenant depuis 2 ans. Hein. Cette Académie Univox, c'est un véritable succès. Je crois qu'on a plus de 22 000 inscrits en l'espace de moins de 24 mois. Merci infiniment à toutes les personnes qui sont derrière cette académie. Hein. Vous ne les voyez pas, mais on a Sandrine et Céline de chez Univox qui font que tout se passe bien sur chacune de ces académies. C'est un vrai travail de longue haleine et je vous remercie tous de votre fidélité à cette académie. Merci infiniment, évidemment, à nos 2 intervenants du jour et à Catherine pour l'animation de ces débats. Merci Merci à vous, merci. Pour la suite. On vous rappelle peut-être la prochaine session, hein, si on peut voir de nouveau l'image. Voilà, donc ce sera début mars, jeudi 2 mars à midi, pour continuer la réflexion, l'éclairage sur la meilleure façon de communiquer auprès des professionnels de santé. On y parlera des canaux, des contenus, du ciblage, en entrant bien dans le détail avec des recos très pratiques. Et l'équipe d'Invivox aura le plaisir de recevoir Guillaume Laher, qui est directeur de compte stratégique chez GE Healthcare. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette session, très nombreux. Et puis, il nous reste à vous souhaiter un très bon appétit. À bientôt. Merci beaucoup à tous. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.